Bonjour et bienvenue à Génération P. J'espère que ça va bien. Moi, oh que oui. Hey, aujourd'hui, on a un beau petit thématique. Ça va être le trouble et difficultés d'apprentissage. Aujourd'hui, nos invités, c'est le fun. On a un jeune, Nicolas Bellis. Salut Nico, ça va bien? Oui, toi? Oh que oui. Passe une belle journée. Oui. All right. Et aussi, on a Marie-Pierre Harvey, qui est éducatrice spécialisée. Salut Marie. Allô, Alex. Ça va bien? Oui, merci. All right. Toi aussi, t'as passé une belle journée? Oui, j'ai passé une très belle journée, toi? Ah oui, merveilleux. Aujourd'hui, justement, troubles et difficultés d'apprentissage. Marie, toi, je sais que dans ton historique, tu es éducatrice spécialisée. Tu travailles aussi à la commission scolaire. Fait que tu vois, tu en as vu des tout petits avec des difficultés puis qui ont des troubles. Qu'est-ce qu'on voit le plus? C'est quoi qu'on remarque le plus? Puis c'est quoi les troubles qu'on voit? Puis tout ça de même. Veux-tu nous éclairer dans ce sujet-là pour nous commencer ça? Il faut faire attention parce que difficulté d'apprentissage, c'est pas nécessairement un trouble. La difficulté, c'est que ça peut arriver après un déménagement, après la séparation des parents. Ça peut arriver pendant 6 mois. Puis le trouble, c'est quand ça va persister pendant plus de 2 ans. Donc, c'est vraiment le petit bémol à faire par rapport aux difficultés puis aux troubles. Après ça, pour ce qui est de qu'est-ce qu'on voit le plus souvent, on a les 5 grands 10. On a la dysphasie, la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, puis là, il m'en manque un. En tout cas, on a 5 disques, il m'en manque un. Il va sûrement revenir tantôt. Là. C'est ça. Fait que c'est pas mal avec ça. On voit beaucoup de dyslexie, dysorthographie. Dans le fond, la dyslexie s'accompagne habituellement d'une dysorthographie, mais on peut être dysorthographe sans nécessairement avoir une dyslexie. Donc, un trouble avec l'identification des mots à la lecture. Puis, est-ce que tu avais une autre question? Je suis pas sûre d'avoir tout répondu, là. Ah, mais c'est bien. J'aime ça en plus que tu m'expliques un peu les grands termes, comme tu as dit dysphasie. Dysphasie, je pense, c'est des troubles de langage. C'est tout ça? Bien, on a 2 volets. Dans la dysphasie, on a le côté verbal, que ça peut être difficile de faire une phrase. Donc, de dire au cerveau, OK, là, ma phrase, il faut qu'elle sorte dans le bon ordre. Le mouton danse dans le pré. Le mouton, il aime ça danser. OK? Après ça, on a la dyspraxie verbale, comme j'expliquais. Puis on a la dyspraxie motrice, que ça va être une difficulté vraiment à aligner les mouvements dans notre journée. Tu sais, comme ouvrir une porte pour quelqu'un neurotypique. Donc, une personne dite normale, j'aime mettre les guillemets là-dessus. Ça va être beaucoup plus facile. On fait juste comme, OK, il faut que j'ouvre la porte. Fait que là, je vais ouvrir la porte. Tandis qu'une personne avec une dyspraxie motrice, va falloir qu'elle se dise, OK, je dois tendre mon bras, tourner la poignée, tirer sur la porte. Donc, c'est ça qu'on peut voir. Après ça, la dysgraphie, c'est avoir de la difficulté à aligner un texte dans un espace donné. La dyscalculie, c'est de la difficulté avec les chiffres. Donc, un 9 peut devenir un 6, un 3 peut être tourné de côté. La dysorthographie, ça va être de la difficulté à l'écriture. Donc, vraiment, l'écriture des sons, ça peut être plus difficile. Donc, c'est pas mal ça pour nos 10. Hey, c'est merveilleux. C'est vraiment un beau début. Là, ça nous garage dans des bons mots. J'ai essayé de me replacer là-dedans. J'étais, non, je n'étais pas là-dedans, dans cette catégorie-là. Non, mais on peut parler du TDA, par exemple. Ah, je pense qu'on va en parler tantôt, ça, du OK, TDA. c'est bon. OK, oui. Toi, Nico, Oui. justement, on a fait appel à toi. Parle-nous de toi. Là. C'était ton cheminement, justement, à l'école, puis comment que ça en est aujourd'hui. Fait que, un petit historique, là, comme ça, tu avais à faire un Wikipédia de toi. Là. J'ai pas mal eu de la difficulté à l'école. Puis ce qui m'a pas aidé aussi, c'est que, ça m'a aidé, mais ça m'a pas aidé. C'est que ma mère m'aidait puis elle me poussait à me concentrer dans mes devoirs. Puis ça a fait que j'ai tout le temps été juste au-dessus de, on se dit, je suis dyslexique, dysorthographique. Fait que j'ai juste été diagnostiqué en secondaire 1. Fait que j'ai eu de la difficulté toutes les 6 premières années de l'école. Puis secondaire 1, 2, c'était encore en processus de diagnostic. Mais j'ai eu un ordinateur pour m'aider, rendu en secondaire 3, qui m'a aidé à faire mon secondaire 3, 4, 5. Puis j'ai vraiment compris à utiliser l'ordinateur seulement fin secondaire 4, début du secondaire 5. Fait que mes 2 années secondaire 4 et secondaire 5, j'ai commencé le français à 40%. J'ai monté à 55 en deuxième étape, puis en troisième étape, j'avais 67. Fait que ça me faisait une moyenne de 60. Fait que j'ai réussi à passer toutes mes années à cause de ça, mais j'ai vraiment eu de la difficulté tout le long. Puis si ma mère ne m'avait pas aidé, j'aurais redoublé plus qu'une année, je pense. Hey. Puis là, tantôt, tu parlais d'ordinateur. Dans le fond, c'est quoi? C'est comme si tu avais un devoir de plus. Comment ça fonctionne? Non, dans le fond, l'ordinateur, moi, ce qui m'a aidé, c'est qu'il y a un logiciel qui te propose des mots.
Puis en écrivant, t'écris, puis il te propose des mots, lequel que tu veux choisir, si c'est vraiment lui que tu voulais mettre. Puis ça te dit en même temps un peu si ta phrase faisait du sens ou si tu avais écrit 2 fois ou 3 fois le même mot, là, parce que ça pouvait arriver que j'écrive 2 fois le même mot d'affilée sans m'en rendre compte, puis je continue à écrire, mais ça a vraiment aidé d'apprendre à m'en servir comme il faut, puis ça m'a aidé pas mal. Oui, il y a vraiment des belles applications, justement, là, pour la Oui. dyslexie, dysorthographie. Là. On peut penser à WordQ. C'est un prédicteur orthographique. Donc, on commence à écrire les premières lettres, puis ils vont nous donner différents mots qui commencent par ces premières lettres-là. Puis, pas nécessairement aussi par le son. C'est pas nécessairement par les premières lettres, ça peut être par le son. Fait que ça va nous donner, OK, si je commence par P, bon, ben père, papa, tout dépendant, puis on peut entendre le mot. Fait que ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce qu'on cherchait puis quelles sont les possibilités. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est un bel outil quand on est capable de l'utiliser. Ouais, c'est lui que j'ai eu en plus OK. sur mon ordi, puis il a vraiment aidé. Tu dirais que c'est à quel moment un peu l'élément déclencheur qui fait que tu as fait hey, là, ouais, là, j'ai besoin d'avoir l'ordi. Mettons pour ta mère, là, que c'est son moment de dire OK, là, il faut de quoi aller. Il faut que j'aille chercher de l'aide ou quoi de même. Ben, en tout mon primaire, j'avais de la difficulté, puis elle voulait qu'on me diagnostique, mais vu qu'elle m'aidait à tous les soirs à m'asseoir 1 ou 2 heures à la table à faire mes devoirs, puis qu'elle m'aidait, elle me poussait, j'étais juste au-dessus du seuil, entre guillemets, de faut le diagnostiquer. Fait que j'étais comme mauvais à l'école, mais assez pour être dans la normalité, entre guillemets. Mais rendu en secondaire 1, j'ai eu un prof, puis avec ma mère, elle lui a parlé, puis il a dit c'est vrai qu'il y a comme de quoi qui ne fit pas avec les autres. Fait qu'on a commencé le processus pour diagnostic, puis ça a sorti. Puis en secondaire 2, c'est là que j'ai oublié comment ça s'appelle. Le diagnostic, c'est ça. C'est là que le diagnostic est sorti, puis on a commencé les démarches pour que j'aie un ordinateur, puis que j'apprenne à m'en servir. Je l'ai eu en secondaire 3, que là, j'étais en français soutien. Fait que en secondaire 3, je pense que j'avais pas plus de cours que les autres. Après ça, en secondaire 4, au lieu d'avoir 6 cours de français, j'en avais 8. Puis en secondaire 5, au lieu d'avoir 6 cours de français, j'en avais 10. Fait qu'il y avait 2 journées dans la semaine que je passais un avant-midi ou un après-midi avec juste du français. Mais mettons, à l'école, là, tu sais, tes enseignants ou tes enseignantes, à tes débuts, puis tout ça de même, étais-tu patient avec toi là-dedans? Est-ce que tu te sentais épaulé à l'école? Oui, quand même. Vu que j'avais un peu de difficulté, ben un peu beaucoup, et vu que j'avais de la difficulté, mes profs m'aidaient pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, en haut primaire, les cahiers qu'on apprenait à écrire, des fois, j'avais de la difficulté, puis je voyais les autres qui étaient rendus au dernier cahier, j'étais encore au premier. Puis ça, je trouvais ça plus plate un peu parce que je voyais les autres avancer, puis moi, j'avais de la difficulté, puis à former les lettres comme il faut. Puis encore aujourd'hui, j'écris tout croche, mais je suis capable de me lire au moins. Mais les profs m'ont quand même beaucoup aidé dans tout ça, surtout au secondaire. Puis aujourd'hui, comment ça va? Ça va bien. Écrire une phrase sans faute, je pense que ça n'arrive pas encore, mais je suis capable, surtout avec l'ordi, j'ai comme mémorisé les mots un peu plus, ils ressemblent à quoi. Les voir bien écrits sur l'ordi, ça a comme un peu plus collé dans ma tête. Fait que des fois, j'écris une phrase, je la regarde, puis là, je vois, ça, je pense que c'est pas le même. Je le corrige, je le montre à ma mère, puis elle me dit, c'est ça. Fait que ça s'est amélioré, mais j'ai encore de la difficulté. Puis aujourd'hui, surtout vu que je fais plus de français au moins 1 fois par semaine à l'école, que je suis rendu sur le marché du travail, je pense pas que ça va plus s'améliorer que ça. Marie, on dirait que, ben, tu sais, comme Nicolas il vient de parler, tu sais, ça s'est issu comme au début secondaire, puis on dirait que dans mon temps, on dirait que c'est comme si ça n'existait pas un peu au secondaire ou au primaire, du monde qui avait des troubles, des difficultés, mais dans le fond, c'est parce qu'on le savait pas. Es-tu d'accord avec moi là-dessus? Bien, je te dirais que c'était plus méconnu. De nos jours, on en parle plus. Il y a beaucoup. Quand j'étais jeune, ben là, pas 40 ans non plus, je suis rendue à 25, mais il y avait une éducatrice spécialisée dans toute l'école, puis on était 600 élèves. Maintenant, on en a une dizaine pour 600 élèves. Donc, tu sais, on s'entend que, premièrement, les troubles sont mieux connus, plus faciles à diagnostiquer. On est mieux formé aussi pour voir un peu les indices qui vont nous mener vers un trouble ou encore une difficulté. Puis on est aussi plus
un peu plus. Je dis pas que c'est merveilleux, mais on est un peu plus outillés pour aider les jeunes là-dedans. C'est quoi les indices qui nous mènent à penser qu'on a soit une difficulté ou un Ben, trouble? moi, je pense à, supposons, quelqu'un qui va écrire un texte, puis que dans le même texte, il y a 5 fois le mot maison. Mais maison, il peut être écrit avec un E accent grave, il peut être écrit avec un AI, il peut être écrit... quand il est écrit 5 fois différemment avec un Z, habituellement, ça nous donne un indice. Là, il faut que les fautes se répètent quand même longtemps. Ça peut être difficulté à mettre des idées aussi. Comme je disais tantôt, le trouble se diagnostique après 2 ans de difficulté. Donc, quand on commence à voir qu'il peut y avoir des difficultés, il faut valider. Une fois que c'est validé, on met difficulté. 2 ans plus tard, on peut mettre trouble. Donc, à partir du moment qu'on a trouble, on peut commencer à faire les démarches pour avoir un ordinateur. Donc, tu sais, le processus est un peu long. Mais une fois qu'on a l'ordinateur, c'est très aidant. Toi, Marie, tu es pas mal un peu sur le terrain. Si tu avais à me faire, mettons, un top 3 de ce qui ressort le plus dans les troubles ou les difficultés auprès des jeunes, là, tu dirais que c'est quoi? Bien, on a le TDAH qui rend en top 1, numéro 1. Après ça, j'irai avec dyslexie et dysorthographie. C'est vraiment les troubles qu'on voit le plus fréquemment. Je vais me rajouter un 4, ça va être la dyspraxie. Donc, plus ça va. Maintenant, ça a un nouveau nom, c'est le trouble développemental de la coordination. Bien, on va en parler. On va tomber dans le sujet du TDAH, Marie. Bon, explique-moi ça comme du monde. Là, pour mettons du monde là, qui sont TDAH puis qui viennent de tomber dans la lune, là, puis qui reviennent, fait comme, OK, c'est quoi vraiment? Là? C'est quoi le vrai terme? Donc, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, on a vraiment la facette trouble de l'attention. Donc, la personne va être un peu plus dans l'urne, elle va être assise à sa place, elle ne sera pas dérangeante pour les autres, mais elle va être dérangeante pour elle-même. Donc, une mouche qui vole, elle va faire écureuil, elle va regarder. Après ça, on a aussi le côté plus hyperactivité. Donc, c'est carrément 2 facettes différentes, ce ne sera pas les mêmes critères diagnostiques, mais ça fait partie de la même chose parce que c'est la même partie du cerveau qui est affectée, si je peux mettre entre guillemets. C'est le lobe préfrontal, dans le fond, qui va manquer des connexions entre les neurotransmetteurs. Je reviens sur le fait qu'il faut parler facilement. Donc, on a l'hyperactivité qui vient avec de l'impulsivité, de la difficulté dans la gestion des émotions. On peut aller aussi, quelqu'un qui va bouger tout le temps, a besoin de checker de la patte toute la journée. Là. Ça peut aller plus dans l'hyperactivité. Puis aussi, on a le mixte. Donc, le mixte, ça va être autant côté attention, de ne pas être capable de s'asseoir et de faire une tâche, que du côté d'hyperactivité, que la personne a besoin de bouger. Donc, on a 3 facettes du TDAH. Je suis justement en train de me dire que tantôt, je me disais, j'ai scoré 2 sur 4 sur Oxalis, mais finalement, c'est 3 sur 4. Hein. Bon. J'ai pas mal tout ce qu'elle vient de dire. Là. Le syndrome écureuil, là, je l'ai eu au secondaire pas mal. Puis pendant qu'on me diagnostiquait pour le 2 puis 3, j'ai oublié comment il s'appelait, j'ai passé un test pour être TDA, puis j'étais comme sur la limite pour pas être TDA. Mais je pense que j'étais comme l'autre bord de la limite. Fait que... Mais ça dépend tout le temps parce qu'on peut aussi parler d'immaturité du lobe préfrontal. Un enfant de 5-6 ans n'aura pas le même développement du côté du cerveau qu'un enfant de 9-10 ans. Donc, l'enfant de 5-6 ans ne sera pas capable, va avoir quand même de l'immaturité, il va avoir de la difficulté avec la gestion des émotions, difficulté à s'arrêter parce que le lobe préfrontal, ça va être un filtre qui va dire « OK, on fait pas ça, c'est dangereux » ou « Oh, OK, on fait pas ça, ça va faire mal à quelqu'un ». Donc, on peut vraiment parler d'immaturité. Fait que sans nécessairement avoir un TDA, vivre avec un TDA, on peut être immature. Donc, c'est pour ça que des fois, ça va se régler à l'âge adulte. Souvent, on va donner de la médication à un jeune, mais ça va être une immaturité. Fait que la médication, elle viendra pas combler qu'est-ce qu'elle est supposée faire. Parce que vraiment, le TDA, ça va être une difficulté avec la dopamine puis la neuroadrénaline. Donc, la médication va venir jouer sur les neurotransmetteurs. Tandis qu'un enfant qui est immature, ben, ce n'est pas les neurotransmetteurs qui ne fonctionnent pas, c'est la maturité du cerveau. Donc, c'est pour ça. Faut qu'il lâche les transformeurs puis kawaii. Mais c'est à partir de quel âge vraiment qu'on peut diagnostiquer une personne TDA ou TDAH?
Ben, je te dirais, C'est le plus tôt possible? C'est comment ça fonctionne? ben, c'est ça le problème. Ouais. C'est que maintenant, là, on voit des diagnostics à l'âge de 4-5 ans. Mais l'enfant à 4-5 ans, il n'a pas de la maturité du cerveau. Fait que, est-ce que c'est vraiment un TDAH? Ah, c'est ça? Ou c'est les maturités qui embarquent? C'est ça. Donc, souvent, je te dirais que la maturité va venir se jouer, va venir être à peu près pareil dans un TDAH, dans une personne vivant avec un TDAH, puis une personne neurotypique, donc une personne normale, entre guillemets. Donc, c'est vraiment comme plus vers l'âge de 12 ans qu'on est vraiment capable de dire, OK, son cerveau ne fonctionne pas, il n'a pas les bonnes connexions, ou non, c'est correct, c'était une immaturité. Donc, c'est vraiment plus vers le début de l'adolescence. C'est où qu'on peut se faire tester ou, tu sais, de même, mettons quelqu'un qui dit, hey, moi, je pense, là, parce qu'il y en a plusieurs que je connaisse qui dit, ah, mais ça, c'est à cause de mon TDA. Je fais, ah, t'es diagnostiqué. Ben non, je sais pas. Ben là, tu sais, on dirait que ça avait le dos large. Hein, c'est quelque chose qui a le dos large. Qui dit, ah, ça, c'est mon TDA. Ah, t'es diagnostiqué. Non. Mais je te dirais que l'autodiagnostic arrive pour pas mal tout. Tu sais, quand on google nos symptômes, on a pas mal tout le cancer, là. Ouais. Oui. C'est la même chose pour le TDA. Le médecin de famille va avoir les outils, il va te faire passer des tests. Le psychologue peut voir des doutes, mais il ne peut pas te donner le diagnostic. Une éducatrice spécialisée ne peut pas te donner un diagnostic. Ton ami qui a un enfant TDAH ne peut pas te donner de diagnostic. Un psychiatre peut t'en donner un pédiatre. Ton médecin de famille peut te faire passer des tests pour justement aller vers le diagnostic. Mais c'est ça. Ça va être plus côté médical que ton meilleur ami. Mais je pense aussi qu'en vieillissant, en se connaissant, on est capable d'adopter des petits trucs aussi. Tu sais, je ne sais pas si toi, Marie, tu as des trucs, mettons, des trucs que tu dis aux enfants ou quoi de même pour... peu importe le trouble, les difficultés, là, s'il y a des trucs. Ben, un peu comme je parlais tantôt à micro fermé, c'est que le lobe préfrontal, un coup qu'on l'a activé, parce qu'il s'occupe aussi des mouvements qu'on va faire. Donc, une fois qu'on va l'activer avec les mouvements, le côté de la concentration qui vient de la même place va être activé elle aussi. Donc, ça va nous permettre de mieux se concentrer. Donc, tu sais, demander à un enfant d'être assis sur sa chaise, les pieds au sol, les mains sur les genoux, à te regarder fixement, c'est sûr qu'il va partir. Il va penser à sa fin de semaine, il va penser à son 4 roues. C'est sûr qu'il ne t'écoutera pas. Fait que, de un, permettre à l'enfant de bouger, que ce soit par l'élastique autour d'une chaise, que ce soit un élastique à tirer là, dans nos mains, des balles. C'est sûr que s'il commence à tirer partout, ça l'aide pas. Il y a des beaux coussins aussi pour les chaises qu'on va donner aux enfants, des peluches lourdes qui vont venir apaiser les enfants anxieux aussi. Après ça, à côté, c'est sûr que l'activité physique, ça l'aide, autant pour la santé que dépenser l'énergie. Ça va vraiment aider les décharges motrices. Donc, inviter l'enfant à se donner, tout donner, tout brûler son énergie qu'il a en trop, ça peut aider. On parle souvent de pauses actives, donc du Just Dance, de la course sur place, n'importe quoi pour justement dépenser l'énergie en trop, ça peut aider à se concentrer. Au secondaire, en maths, on avait des gros ballons d'exercice jaunes qu'on pouvait remplacer notre chaise par ça puis s'asseoir dessus. Ben, je te dirais que quand le ballon ne vole pas dans la classe... Oui, ça c'est un autre problème. Je me souviens, je l'ai pris 2-3 fois, puis il y a des fois, je commençais à rebondir quasiment de terre, puis là, je me recalmais. Mais oui. sinon, j'étais assis, puis je pouvais comme m'asseoir un peu plus de travers, puis ça m'aidait quand même pas mal à me concentrer plus en maths. Je suis 100% d'accord. Là. Moi aussi, ça m'aide énormément. Le ballon d'exercice, là, s'asseoir dessus, ça permet justement d'avoir un petit mouvement de droite à gauche ou de sauter un petit peu, sautiller. Ça peut aller super bien. Ça peut se permettre à se calmer. Puis, oui, c'est encore utilisé, mais comme tout, n'importe quel outil, c'est important qu'il soit bien utilisé. Donc, il faut qu'on ait montré qu'on ait mis des limites dans cet outil-là. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de justement de penser quasiment à arrêter ou que tu es démotivé parce que toi, par chance, tu as réussi, tu as resté motivé, tu avais des bonnes notes, tu as réussi, mais ça t'a toujours arrivé de dire « Hey, maudit que je suis tanné, maudit que je t'ai écœuré. » Tout mon secondaire, je te dirais, je me disais, j'ai hâte de finir l'école puis de travailler. J'ai hâte de finir l'école. Marie, mettons là, pour des parents là, qui ont des enfants avec des troubles ou des difficultés, mis à part les faire jouer dehors, les faire brûler pour, pour avoir comme la paix, y a-t-il d'autres trucs, mettons, là, pour les apaiser, les relaxer?
Mis à Ben- part une respiration. Ben, premièrement, là, quand on parle juste de trucs, de se renseigner sur le sujet, c'est merveilleux parce que souvent, on a une petite idée de qu'est-ce que ça peut être, mais on comprend pas tous les effets qu'il peut avoir. On a énormément là, de livres là-dessus. La boîte à outils offre plusieurs explications là-dessus, des beaux petits livres qui sont pour les parents qui ne travaillent pas nécessairement dans le milieu. Fait que les petits livres de boîte à outils, ça peut être merveilleux. Je pense que ta mère est un exemple à suivre. Quelqu'un qui s'assoit avec son enfant tous les soirs. Depuis que tu en parles tantôt, ça me pogne au cœur. Je trouve ça merveilleux. Mes parents m'ont vraiment aidé là-dessus. Puis quand j'ai été diagnostiqué, j'en ai reçu comme des livres pour m'aider, moi, Mhm. à plus comprendre. J'arrivais chez nous, j'ai donné à ma mère, puis elle pouvait passer la soirée. Mes parents pouvaient passer la soirée à les lire. Oui, Puis moi, je les ai jamais lus. oui. Ça n'a pas aidé. Tu demandes un résumé dans ce temps-là. Oui. C'est Je pense ça. qu'elle m'en a fait quelques-uns, mais je Ah, suis ok. même pas sûr de l'avoir écouté, malheureusement. Concernant aussi les troubles, les difficultés d'apprentissage, j'aimerais connaître votre avis sur la médication. Tu sais, donnée aux jeunes dans les écoles ou quoi de même. Tu sais, les jeunes qui vont dans les écoles. Tu sais que vous en pensez un peu de ça? Moi, je n'ai jamais eu personnellement, Ouais. mais j'ai un ami avec qui j'étais dans mon français secondaire 5, que lui, il en avait, puis je pense que ça l'a vraiment beaucoup aidé parce que ça arrivait des journées qu'il le prenait pas, puis ça paraissait. Là. Il était TDA, mais surtout H. Là. S'il prenait pas sa médication, je me souviens, il shakeait pas mal sur sa chaise. Mais s'il le prenait, il était calme, puis ça allait bien. Ah, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je pose la question, parce que des fois, il y a souvent des parents qui s'entêtent à dire ah non, moi, mon enfant ne prendra pas de médication, je veux pas. Mais tu sais, Mais quand on comprend d'où vient le TDAH, ça peut aider. Tu sais, quand on comprend que c'est des troubles dans les neurotransmetteurs dans le cerveau, puis que la médication vient équilibrer les neurotransmetteurs, donc les petits messages qui vont se faire entre les neurones, ça peut enlever énormément de préjugés. Tu sais, oui, c'est de la médication qu'on va donner à un enfant. Non, ça ne le droguera pas. Tu sais, c'est là pour l'aider, pour rééquilibrer son cerveau. Il y a un livre merveilleux qui s'appelle « Mon cerveau a besoin de lunettes ». On compare ça à une personne qui vit avec de la myopie. Donc, la personne qui vit avec de la myopie a des lunettes parce qu'elle en a besoin. Donc, une personne qui a besoin de médication pour arriver à se calmer, même si la personne a fait du karaté 5 fois par semaine, ça se peut que ça ne l'aide pas, là. Donc, c'est ça, la médication peut venir combler. Je ne dis pas que dans tous les cas, c'est nécessaire. Malheureusement, il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc, chez certaines personnes, ça peut passer comme dans du beurre, puis on voit une énorme différence. C'est le jour et la nuit. Puis, chez d'autres, que malheureusement, les effets secondaires vont être longs. Ça va être difficile. C'est ça qui va rendre la médication plus difficile à prendre. Mais ça peut aussi être une question de molécules. Tu sais, il y a différentes molécules pour venir dans la médication pour venir rééquilibrer. Donc, ça peut prendre du temps avant de trouver la bonne médication. Puis, toute médication qui va jouer dans le cerveau, ça prend 6 semaines avant de faire effet. Donc, c'est pas en donnant une médication une semaine puis faire comme, OK, genre, ça marche pas. Bon, mais ça prend 6 semaines avant de faire effet. Puis, on a aussi la fameuse question du « est-ce que j'arrête la médication pendant la fin de semaine? » Oh, mon Dieu! Sincèrement, comment ça fonctionne? C'est que justement, étant donné que ça prend 6 semaines avant de faire effet complètement, là, donc on a le coco qui fonctionne super bien. OK, il a pris sa médication le vendredi matin. On arrive le samedi matin. La médication du vendredi, jeudi, mercredi fonctionne encore. On arrive le dimanche. Là, ça fonctionne un petit peu moins parce que samedi, on n'a pas pris. On arrive le lundi. Là, c'est pas de médication le dimanche, pas de médication le samedi, puis c'est la médication du vendredi qui est supposée faire effet. Ça fait tout qu'un trou. Puis je te dirais que ça reprend vraiment du temps avant de se rééquilibrer. Donc non, le parent ne voit pas une grosse différence à la maison. Mais le lundi matin à l'école, là, ou au camp de jour, c'est pas nécessairement plus facile pour l'enfant. Puis de créer des pauses comme ça, c'est peut-être pas la meilleure chose. Je suis pas médecin. Il faut regarder avec le médecin, mais selon moi, c'est pas la meilleure c'est chose. ça, c'est comme ça serait faire du basic puis pas de chaîne. Là, tu sais, pendant une période, tu sais, quand tu pédales puis que ta chaîne est tombée, puis tu dis ah non, on va s'en rétablir puis tu repédales pas de chaîne. Hey, pour conclure, ouais, si, mettons, là, vous avez un conseil à dire à des jeunes qui ont des troubles ou difficultés d'apprentissage, ça serait quoi vos plus beaux conseils que vous auriez à y dire? Là? Toi, Nico? Moi, je dirais, t'as trouvé une activité ou un passe-temps que
t'aimes ou que t'adores. Pour moi, ça a pas mal été les jeux vidéo, pour être honnête. Puis concentre-toi à faire tes devoirs, puis tu te dis, si je réussis à les faire quand même bien, puis pas les botcher, là. Si tu t'écris 2-3 mots en caractère gras pour remplir les 3 lignes, ça marche pas non plus. Mais fais ton devoir, puis après ça, tu te récompenseras, puis ça va t'aider. Moi, ça m'a aidé en tout cas. Surtout avec mes parents qui me poussaient à faire tes devoirs, après ça, tu te récompenseras, tu auras du fun. Fait que, oui, tu te dépêches de les faire, mais en même temps, tu prends le temps de les faire. Parce qu'après ça, tu as le goût. C'est comme en arrivant du travail, à cette heure, à la place de faire mes devoirs, je fais mon lunch pour le lendemain, après ça, je peux aller relaxer. Fait que ça me récompense. J'arrive, je fais mon lunch, je descends dans ma chambre, puis je relaxe. Fait que ça m'a beaucoup aidé, surtout avec mes devoirs, là. J'arrive, soit je vais jouer dehors ou je vais faire de quoi avant le souper. Après le souper, je m'assis, ou avant le souper, en arrivant, je m'assis, je fais mes devoirs. Puis après ça, je me repose, je fais ce que je veux, je passe du temps avec des amis. Puis surtout, au secondaire, à Jean Dolbeau, il y avait l'école après 16, que bien souvent je restais, je faisais mes devoirs, je pouvais aller voir mes profs si je voulais en même temps. Puis tu fais tes devoirs, tu joues une game de poule après, puis après ça, tu t'en vas chez vous, puis t'es bien. Là. Ça, Marie? Moi, je dirais que t'es pas tout seul. Il y a du monde pour t'aider, puis il y a une façon qu'on peut trouver. Là. Tu peux aller voir des intervenants, t'es pas tout seul là-dedans, puis vas-y, fonce, fais qu'est-ce que t'es capable, puis ça va bien aller. All right. Hey, je vous remercie beaucoup. Fait que je te remercie beaucoup, Nicolas Bellé. Fait plaisir. Hein? Je te souhaite une belle fin de journée, une belle soirée. Merci. Hein? À toi aussi. Bah ouais, ça, tout le temps. Ouais, Un autre petit film. Ah ouais, ça, ouais. Écoutez mes petits films. Marie-Pierre, ben, merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. Merci beaucoup. Il y a plusieurs mots que j'ai pas compris, mais je faisais des hochements de tête en disant ouais. Et c'était super. Ben, merci beaucoup à vous deux. Je voudrais aussi remercier le Carrefour Jeunesse Emploi pour ce merveilleux podcast de Génération P. Je voudrais aussi remercier la Télé du Haut-du-Lac pour les studios d'enregistrement. Donc, à vous toutes, je vous dis à bientôt. Je m'appelle Alexandre Boudreau. Ciao! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.